Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chères consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la Faculté d'architecture et d'urbanisme de l'UMONS. Merci à M. Di Rupo pour cette initiative d'accueillir aujourd'hui un architecte de renommée internationale, architecte, ingénieur, sculpteur, peintre, céramiste. Sa réputation ne nécessite pas de longs discours. Elle s'appuie sur des réalisations majeures de bâtiments, mais aussi d'ouvrages d'art. Plus de 70 sont répertoriés comme étant majeurs. Ses œuvres d'art sont exposées dans les galeries et des musées internationaux. Il a reçu plus de 30 distinctions d'institutions prestigieuses. Il a reçu 12 titres de docteur honoris causa des universités, dont celui de l'Université de Liège en 2010. Nous avons l'énorme privilège d'accueillir ce soir M. Santiago Calatrava pour une leçon, une masterclass intitulée « L'art au cœur de l'architecture ». M. Calatrava présentera un exposé d'environ 1 heure et il a accepté également de se prêter au jeu des questions-réponses. Alors, vu l'Assemblée, évidemment, pour permettre ces questions de l'auditoire, nous avons mis en place un outil numérique. En scannant le QR code que vous avez à l'écran, vous pourrez rédiger vos questions et en coulisses, mes collègues essaieront de restituer les questions les plus récurrentes et les plus pertinentes de votre auditoire. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Elio Di Rupo qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir. Merci, bonne soirée. Bien, à mon tour, chers étudiants, mesdames, messieurs, juste quelques mots. Voilà maintenant 20 ans que la SNCB était venue me voir quand j'étais bourgmestre de cette magnifique ville, me disant que c'était maintenant le tour de Mons de rénover la gare. Je vous passe tous les détails et je laisse tout à chacun d'expliquer à sa manière les choses. Mais comme bourgmestre, mon devoir était non seulement d'être heureux, ce que je fus et que je suis, mais aussi de suivre durant 20 ans une évolution. Et il faut remercier la SNCB du travail réalisé et M. Calatrava pour l'œuvre qu'il a conçue et fait réaliser. Et je voulais juste attirer votre attention, notamment pour les étudiants. La gare, on dit la gare de Mons comme si c'était n'importe quelle gare. Si j'écoutais certains, il fallait faire une boîte à chaussures. Ce n'est pas une simple gare. M. Calatrava l'expliquera, c'est une gare passerelle qui passe au-dessus des caténaires. Un travail d'ingénieur assez exceptionnel. Et il y a ajouté une dimension esthétique époustouflante. Et ça a été un travail très difficile. Et malgré la crise financière 2008, 2010, 2012, la Covid, les faillites, et il a fallu chaque fois, un peu comme le mythe de Sisyphe, reprendre et repartir et rediscuter, dialoguer. Et ma plus grande crainte, et je vais terminer, c'était, dès que les travaux ont débuté, c'est que ça ne s'achève jamais. Parce que là, c'était un gaspillage des deniers publics dramatique. Et on a toujours tous en tête, à Barcelone, la Sagrada Familia, bien sûr Gaudi est un célèbre architecte, M. Calatrava ne l'est pas moins, et on a abouti. Alors voilà, nous devons tous, je pense, non seulement être heureux, remercier la SNCB, et je termine en vous disant cela. La SNCB a fait un effort considérable parce que, en fait, la passerelle, c'est la ville qui l'a demandé. Et je pourrais dire, je l'ai demandé, ce n'est pas vrai. Léo Collard, pour celles et ceux qui sont un peu plus âgés, il y a de cela dans les années 50,
demandait déjà une passerelle. Et voilà, toutes les caractéristiques. Et donc, M. Calatrava, à vous l'honneur, et encore une fois, merci infiniment pour ce que vous léguez à la ville de Mons. Membres de l'université, mesdames et messieurs, chers étudiants, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler. Et je voudrais commencer pour justifier pourquoi je trouve, pour moi personnellement, que c'est important de m'adresser de temps en temps aux étudiants pour partager mon expérience avec eux. Simplement parce que j'ai passé moi-même 14 ans à l'université. Donc, je me trouve pas seulement attaché à l'université par tout ce que j'ai reçu, aussi en conséquence le devoir de rendre un tout petit peu compte de mon expérience professionnelle, et je trouve encore aujourd'hui que l'université, c'est une institution extraordinaire. Or, les religions, il n'y a pas une seule institution qui a 1000 ans et qui continue à être vitale et être universelle. Il faut vraiment que nous soyons tous pleins d'admiration pour cet effet-là, pour le fait de ce que ça produit, pas seulement de donner des professionnels qui sont dans la vie et dans le monde pour améliorer les conditions de vie des gens, mais aussi parce qu'elle crée une espèce de confraternité qui va au-delà des frontières et qui se prolonge indépendamment des langues et des pays et qui nous attache à tous nous. Et voilà que moi je me trouve ici humblement, vous avez à continuer et à donner témoignage de ces faits extraordinaires. Et ainsi, je préparais une conférence que, et vous allez le voir, elle est faite de beaucoup d'images simplement pour une raison, parce que je trouve qu'une image, comme les Chinois bien disent, elle vaut 1000 paroles. Et d'un autre côté aussi, j'ai choisi des images qui appartiennent peut-être au côté le plus lapidaire de mon travail, qui est celui de faire des ouvrages publics. Faire des ouvrages publics a été ma destinée. Et il a été ma destinée, et je le fais avec une grande satisfaction parce que, aussi, comme le mot dit, sont des ouvrages faits pour le public. Et ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça sont des endroits où des personnes les utilisent dans le quotidien, illustrent leur vie et, disons, pourraient être des choses plus ou moins intéressantes. Et qu'est-ce que j'ai essayé toujours de découvrir dans ces ouvrages publics? Une chose très simple, c'est même dans la chose la plus humble, chercher la beauté. Vous voyez, la beauté sauvera le monde, a dit quelqu'un, je ne sais pas qui, n'est-ce pas? Mais j'y crois. Je crois qu'au-delà de leur stabilité, au-delà de leur fonctionnalité, il est fondamental de donner aux gens un sens de la beauté, même dans les choses les plus lapidaires. Vous voyez, il y avait un moment dans les années 50-60 où les ponts comptaient exactement comme les ouvrages d'assainissement des eaux pluviales ou quelque chose comme ça, voyez-vous. Par contre, si vous allez à Paris, vous allez découvrir qu'il y a des ponts magnifiques, vous comprenez? Et qu'est-ce que ça ne serait pas Paris si elle n'avait pas ces beaux ponts, le pont Neuf, le pont Alexandre III, etc., etc. C'est-à-dire donner le sens de l'importance première de tous ces bâtiments liés à un élan ou un éclat de beauté, à mon avis, permet à des milliers et des milliers de personnes dans le quotidien de jouir
disons, un sens, une liaison qui va au-delà de la valeur matérielle et qui relie à travers le sens idéal de la beauté à un côté même spirituel. Alors je vais passer des images, je ferai des commentaires et voilà, je commence en vous parlant des gares. Ça, c'est la première gare que j'ai bâtie. Alors les gares sont fortement liées aux villes. Ici, nous nous trouvons à Zurich et la gare que j'ai bâtie là-bas, j'avais dans le temps peut-être 34 ans ou 33 ans et j'ai commencé pendant 8 ans, j'ai travaillé à construire cette gare qui sépare la partie verte de la ville de la partie, si vous voulez, la partie verte et la partie plutôt construite, en faisant une frontière à travers une pergola. Ce sont des vieilles photos. Vous voyez, nous nous trouvons pas loin de la cathédrale et des églises au centre, en faisant une promenade et travaillant avec des matériaux très simples, béton et acier, avec un budget très restreint et, disons, essayant de faire par la répétition, par l'utilisation des éléments porteurs en acier, des éléments portés en béton, etc., donner le sens du lieu et donner aussi, si vous voulez, un sens disons, pas seulement fonctionnel, mais aussi un sens de confort visuel. Avec des choses énormément pragmatiques, n'est-ce pas? C'est parfois utilisant l'illumination, utilisant les formes plastiques du béton qui se répètent avec le même coffrage. Et, disons, comme je disais, dans un budget énormément restreint, laissant le béton cru tel qu'il sortait, mais en lui donnant à travers la forme la possibilité de devenir un événement plastique. Ici, donc, après avoir travaillé avec les chemins de fer suisses et avoir appris beaucoup, parce que 8 ans d'assister à toutes ces conférences et à toutes ces réunions, etc., on apprend pas mal de ce qui est construire une gare. Là, j'ai eu la chance de travailler avec les chemins de fer français et faire la première gare purement en haute vitesse à l'aéroport de Lyon. Elle s'appelle, elle a le bon nom de Saint-Exupéry. Vous la voyez ici, elle est faite aussi, disons, déjà un peu plus formellement, un peu plus poussée que celle de Zurich, faite en béton et en acier. Vous voyez ici la plasticité du béton pour le support frontal et le hall. Donc toujours aussi essayant déjà dans cette gare-ci de faire une expérience pas seulement plastique, mais aussi une expérience spatiale. Donc les gares ont la possibilité de contenir des espaces. Et l'espace, disons, à mon avis, c'est l'attribut le plus pur de l'architecture, parce qu'il est immatériel, n'est-ce pas? Alors voilà, ici aussi, l'accès au quai, avec de nouveau en faisant des essais pour travailler avec la lumière et travailler avec les formes, naturellement répétitives, ce qui est important du point de vue du procès de travail et du procès de mise en œuvre des coffrages, de la gare, etc. Ça, c'est aussi l'illumination, un facteur énormément important, puisque les gares sont utilisées souvent 24 heures sur 24. Et donc encore une autre expérience dans une ville formidable. À mon avis, je le dis souvent, Lisbonne, c'est la ville la plus belle de la péninsule ibérique. Et c'est une ville vraiment belle, une ville collinaire, où vous pouvez jouir des vues de la ville depuis la ville, avec le Tejo qui devient presque une mer lorsqu'il arrive en ville. Et on a construit sur le terrain de Petrogal, donc c'était la raffinerie de pétrole, une plateforme multimodale qui était dans le temps la plus grande en Europe, avec des bus, trains de haute vitesse. Nous y travaillons maintenant à l'élargir avec 2 plateformes pour la haute vitesse nord-sud du Portugal et vers Madrid, vers l'Espagne, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu moi-même
voir se transformer dans l'espace des 600 des terrains, disons, anciens de l'ancienne raffinerie dans une véritable ville avec l'expo qui l'accompagnait, n'est-ce pas? Et alors, c'est aussi, à mon avis, un témoignage du courage et de la possibilité qu'on a de transformer toute une zone de la ville qui était complètement oubliée et, comme je vous dis, était dans mauvaises conditions du point de vue écologique et du point de vue des sols. Et alors, nous avons construit cette gare que vous voyez ici. Les trains passent sur des ponts. Et tout ce qui est en bas, c'est la connexion aussi avec la gare de bus et avec l'expo. Vous voyez ici aussi les quais de bus. Et là, les plateformes. Voilà. Faites en béton et en acier. Et comme j'avais dit, nous sommes en train d'élargir la gare avec 2 nouvelles plateformes et 4 lignes de train. Ici, encore une expérience très gratificante pour moi. Je dirais, une des choses qui m'avait impressionné, c'est quand on m'a présenté Liège, on m'a dit que cette partie de la ville a été bombardée à plusieurs reprises et dans plusieurs guerres. Et Liège, c'est la ville, en tant que collective, à la Légion d'honneur par leur résistance héroïque, n'est-ce pas? Donc il y a une église mémoriale sur la colline des Cointes. Donc ça, c'était toutes des choses énormément motivantes. Et voici que nous avons donc construit une gare sur une des lignes les plus importantes nord-sud de l'Europe. Donc, par cette gare, vous arrivez à Aachen, Cologne, vous arrivez jusqu'à Bâle. Et donc, c'est la colonne vertébrale nord-sud de l'Allemagne. Et continue donc jusqu'à Londres, n'est-ce pas, à travers l'île, ou bien... donc, il a fallu conserver le trafic tout le temps. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas penser que construire une gare, c'est la même chose que construire quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Il faut convivre avec des caténaires qui ont peut-être 3000 à 7000 volts de tension, construire autour, et aussi en permettant l'usage de la gare pendant tout le temps. Donc, ceci a été pour Euroliège dans le temps et pour tout le monde. Et dans le projet, vous avez un grand défi parce qu'il a fallu construire une ligne complémentaire et en même temps garder les 5 quais toujours utilisables, n'est-ce pas? Et vous voyez ici ce qui a donné. Donc, je parlais de l'espace. À mon avis, ici, vous avez déjà le côté, disons, spatial, à mon avis, qui compte énormément. Je disais, l'espace, c'est l'attribut le plus pur de l'architecture et aussi le but des architectes. Donc, c'est très important parce que parfois, on confond avec le côté matériel. Le côté matériel, il est naturellement énormément important, mais en vérité, c'est comme c'est comme un flacon. Et un flacon a de la valeur par le vide pour contenir ce qu'il doit contenir, n'est-ce pas? Et ici, il se passe, disons, à mon avis, c'est l'exaltation de l'espace. Et c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, nous utilisons le gare avec une fréquence de ce qui n'était pas au début du XXe siècle ou la fin du XIXe, où les gares se présentaient avec une grande façade vers la ville, etc. Mais c'est le sens d'inviter les gens à entrer, les gens d'utiliser la gare, vous voyez, comme si c'était, vous savez, comment dirais-je, chez eux, disons-le comme ça. Voici des images, des passerelles, la connexion avec la colline des Cointes était fondamentale. Donc on a privilégié aussi, comme je vous disais, même dans le sens le plus pur de l'ingénierie, n'est-ce pas? Ce sont des appuis qui se trouvent, qui portent des arcs qui font 200 mètres de portée, mais on a le fait de porter, il est évident, mais en même temps, il y a une certaine, on en profite, si vous voulez, des jeux de force et la manière dont les forces viennent, la capacité du matériel pour créer un événement plastique, comme c'est ces supports, du même allure que le train et le support, ils se parlent ensemble, sont exaltant le côté technique. Mais pensez que technique, qui vient du grec techniki, qui veut dire technique, a la même racine que le mot techné du grec, qui veut dire art. Donc, pour faire de l'art, vous avez besoin de la technique. Et c'est lui qui possède la technique
et fait de l'art, c'est un tecton, qui veut dire ouvrier. Et le mot architecte veut dire c'est lui qui commande les tectons. Donc c'est un ouvrier qui commande à d'autres ouvriers pour, à travers la technique, essayer de faire de l'art. Très important, très important. Le côté subliminal du travail d'un architecte ou d'un technicien, c'est la beauté. Vous comprenez, c'est ça, c'est la capacité de transmettre une émotion, comme il peut le faire un peintre ou un sculpteur, et ça c'est très important. Il faut de la technique, vous voyez, mais il faut aussi l'enthousiasme pour pouvoir, à travers la technique, faire de l'art et transmettre des émotions. Alors, enthousiasme, qui est aussi un mot grec, vient de entheos asmos, qui veut dire être possédé par les dieux ou par Dieu. Et ça sont des choses transcendantales, ça semble des choses élémentaires, mais il faut parfois reculer et se rendre compte que la séparation entre les écoles d'ingénierie et les écoles d'architecture, c'est un produit des guerres napoléoniques. Vous voyez, donc Napoléon a fondé l'école des ponts et chaussées parce qu'il avait besoin des ingénieurs pour construire leurs routes, pour envahir l'Europe, pour changer l'Europe, ou ce que ça soit. Mais avant, Peyronnet, fondateur de l'école polytechnique, était un architecte. Donc ceux qui ont construit la cathédrale de Chartres ou votre collégiale, c'était aussi des architectes et ils avaient naturellement des profondes connaissances techniques. Donc ils étaient aussi des ingénieurs. Voilà. Donc ici, vous voyez toujours à Liège, donc on a eu aussi, si vous voulez, une interlocution avec la SNCB auquel je remercie parce qu'elle m'a permis de faire 2 gares. Voyez-vous, ça c'est la deuxième, ça c'est votre gare de laquelle je suis extrêmement fier. C'est probablement entre toutes mes gares la plus urbaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait disons, une complicité, je l'appelle comme ça, entre ville et SNCB. Donc c'est une gare qui accueille les voyageurs, qui fonctionne au 100% comme une gare, mais c'est aussi une liaison entre 2 parties de la ville qui n'étaient pas communiquées. Pour ceux qui connaissent un peu l'anglais américain, si quelqu'un il est un peu malheureux, on dit « You was born on the wrong side of the tracks ». Ça veut dire vous étiez né du faux côté des voies. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les voies divisaient les villes en 2 et il y avait un côté qui n'avait pas accès aux moyens qui existaient de l'autre côté, soit des écoles ou ce que ça soit, n'est-ce pas? Et alors ici, on a essayé d'aller contre-courant, n'est-ce pas? Et faire de la gare pas seulement si vous voulez, une gare qui fonctionne, je l'espère de tout mon cœur, n'est-ce pas, mais aussi une gare qui est un pont qui relie 2 côtés de la ville, avant pas communiquer et en créant donc pas seulement des grands emmarchements d'accueil et aussi des canopies, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, des porte-faux qui protègent la pluie, etc., mais aussi des espaces intérieurs de haute qualité, disons, et même avec ces petites traces de bois, vous voyez, donnent un sens humain, de chaleur et d'accueil, et même d'échelle humaine, n'est-ce pas, et d'échelle urbaine. Et vous voyez ici aussi la vue depuis la gare vers la ville. Imaginez-vous qu'on était loin, la gare, au début, on était loin, mais en faisant le quai des bus et en faisant le quai des taxis, etc., et les emmarchements, on s'est approché de la ville pour créer devant une place à une belle échelle qui fera aussi fleurir, vous avez tout ce qui est les bistrots, etc., qui se trouvent autour, et aussi une place piétonne. Imaginez-vous ce qui n'était pas auparavant. Donc on a primé et aussi le côté piéton, d'accès à la gare, etc. Ici, vous voyez des détails, donc des escaliers pour descendre au quai. On a utilisé naturellement un matérial qui est la pierre, le petit granit. Ici, le parking aussi, on s'est rendu compte, si vous regardez des films, vous voyez beaucoup disons, des scènes violentes se passent dans le parking.
je me suis dit, il faut changer ça, n'est-ce pas? Il faut faire vraiment un parking qui soit pas seulement, disons, confortable, mais aussi qui soit facilement accessible et en toute sécurité. Vous voyez ici encore d'autres vues avec le côté multimodal, qui est très important, surtout en Belgique, où, disons, la population ne vit pas seulement dans les villes, mais se trouve aussi dans les alentours des villes et doivent accéder. Ici, c'est une autre gare construite à Reggio Emilia. C'est dans la ligne de haute vitesse entre Rome et Milan. Et nous nous trouvons donc auprès de Parma, auprès de Cremona, pour ceux qui sont familière dans ce qui s'appelle la pianura padana. Alors je fais une espèce de onde, voyez-vous, qui continue, modulaire, qui continue d'un côté à l'autre et qui se confondent avec le paysage plat de la Saône. Ça, c'est l'intérieur de la gare. Vous voyez, ça, c'est un des accès. Vous voyez. Donc, ici, je vais vous faire voir aussi des ponts. Donc, de nouveau, quand j'ai commencé à travailler dans le pont n'était pas blanc. Ils étaient beaucoup entre eux, ils étaient gris foncé, c'était noir. Donc, je me suis senti attiré par le fait de voir que pourrait-on faire en utilisant des moyens purement ingénieriles pour récupérer le côté symbolique des ponts, disons, en faisant des ouvrages qui doivent être compétitifs. C'est-à-dire parce que ceci a été payé par, disons, soit pour les travaux publics italiens. Donc ici, on se trouve à Reggio nell'Emilia, auprès de la gare. Vous voyez, ça c'est un des ponts en arc plus grand, construit sur la ligne d'haute vitesse et l'autoroute, et accompagné encore de deux autres ponts que vous voyez ici, à droite et à gauche. Donc c'est un pont avec piétons, vélos, etc., et de lignes et 4 voies de voitures. Ce sont le pont qui accompagne disons, à l'entrée et des deux côtés de la ville, disons-le comme ça. Ici, c'est dans ma ville natale, Valencia. Je fais un pont qui, curieusement, se trouve dans le fleuve, disons dans le lit de l'ancien fleuve, mais qui se trouve sur une gare de métro, n'est-ce pas? Voilà la gare de métro. Donc, pour le faire, on a construit le pont aux côtés, on l'a poussé sur place une fois la gare de métro était construite. Ici aussi, vous vous trouvez avec le pont, disons un pont qui a été fait, il fait quelques 25 ans, et aux côtés, vous voyez un pont romain. Donc, c'est important de voir que vous avez ces ouvrages côte à côte, du point de vue pour que vous vous rendiez compte que déjà, vous savez, il fait des milliers d'années, la construction des ponts était une chose pas seulement fonctionnellement, mais aussi du point de vue de la présence dans le paysage significative, n'est-ce pas? Vous le voyez ici de l'autre côté. Et ici, nous nous déplaçons maintenant des continents et nous sommes à Buenos Aires. Donc, je vous fais voir ce pont parce qu'il paraît qu'à Buenos Aires, il est très populaire et ils l'ont classé. Et alors, ça s'appelle le pont de la femme, le puente de la mujer. Et c'est un pont spécial parce qu'ils doivent pouvoir tourner pour que les paquebots, comme celui que vous voyez, puissent sortir du port. Vous le voyez ici. Pont très très léger. Moi, je suis surpris de voir, il se trouve derrière la Casa Rosada, à la fin de l'Avenida de Corrientes. Vous le voyez ici dans la nuit. Ici, aussi un pont construit à Séville pour l'Expo, et aussi un pont très, très, très spécial parce que, disons, en travaillant orthodoxement sur le langage d'ingénierie des ponts ovanais, etc., je me suis dit, peut-être avec le poids du mat, on peut compenser
On peut compenser le poids de tout le tablier, et ça c'est le cas, n'est-ce pas? Vous le voyez ici, il a une hauteur de 142 mètres, le mat, en vertical, et il a exactement l'inclinaison, donc 142 mètres, je crois que je vous dis bien à l'auteur de la pyramide de Gizeh, et aussi suit exactement l'auteur. Donc, même en faisant des choses très orthodoxes, on peut aussi faire un peu de divertimento. Ça s'appelle oui, voilà, ici un autre, dans une ville au sud de l'Italie, Cosenza, n'est-ce pas, sur le fleuve Crate. Ce pont-ci s'appelle San Francesco, il ponte di San Francesco. De Paula, pas de Assisi. Le voilà ici. Vous le voyez. Donc, disons, comme je vous dis, en utilisant orthodoxement le langage en général, on arrive tout de même à faire. Ça, c'est dans la ville d'Orléans, sur la Loire, très beau fleuve, très beau, une grande portée, pont de grande portée en arc. Vous le voyez ici, d'un autre point de vue. La Loire, c'est un fleuve sauvage. Il n'y a pas de barrage ni rien. Il y a les îlots que vous voyez là, ils meuvent de saison en saison et changent. Vous voyez, l'arc, il est unilatéral. Vous le voyez ici aussi. Et ça, c'est un autre pont dans la ville de Dublin. J'ai construit ce pont dédié à l'écrivain James Joyce. Au cœur de la ville, vous voyez, c'est auprès de l'université, de Trinity College, c'est juste au côté. Et ça, c'est encore un autre pont, oui, c'est le pont de Samuel Beckett. Vous voyez, il y a deux grands écrivains de Dublin, l'un a été dédié à James Joyce, l'autre à Samuel Beckett. Et ce pont, il a été construit ailleurs, porté sur des radeaux ou des péniches, et amené sur place, placé sur place, et avec la marée, on dit, vous savez, l'eau qui monte, placé exactement sur l'appui qui avait été préfabriqué. Vous voyez, il a la capacité de tourner, puisqu'il se trouve dans le port, il a une portée, je crois que dans son genre, c'est un des ponts les plus grands jamais construits. Vous le voyez ici. Ce pont, il se trouve à Calgary. Et pour ceux qui s'intéressent à l'ingénierie, vous voyez là, il y a un héliport. Donc les hélicoptères, ils arrivent au long de la fleuve. Nous sommes plus ou moins au centre-ville de Calgary. Et ils arrêtent dans ce point-là. Donc ceci nous limitait l'hauteur du pont. D'un autre côté, on ne pouvait pas faire des appuis sur la fleuve. Alors, l'unique manière de construire un pont de cette portée était celle de faire un pont tubulaire. Vous le voyez ici. Et là, j'ai choisi la couleur, c'est le rouge canadien. C'est pour ça qu'il est rouge et il n'est pas blanc comme les autres. Vous voyez, ici, vous le voyez dans la nuit. Et ici, vous avez deux ponts construits dans la ville de Dallas. Alors, le premier pont que vous voyez, celui qui se trouve en premier plan, il rassemble un des ponts que je vous avais fait voir pour Reggio Emilia, mais il est 10 fois plus grand. Comprenez? C'est-à-dire, parfois, vous allez pas à pas et vous avancez en faisant un pont d'une manière différente, mais vous prenez ce qui s'appelle un cas d'étude, et après vous construisez ce pont-ci que vous voyez, il a une hauteur énorme, et amène vers la ville, connecte deux côtés de la ville qui n'étaient pas connectés. Ça a été lié aussi à un master plan d'utilisation du lit du fleuve que nous avons fait et qui était nécessaire de faire, a été promu surtout par des femmes locales qui se sont associées. Ils ont pensé qu'il fallait faire quelque chose de spécial dans le fleuve parce que le fleuve
servaient pour faire passer des lignes de haute tension, pour construire des bâtiments obsolètes et des choses comme ça. Alors ils ont dit qu'il faut faire un parc fluvial, ce qui a été fait. Et dans ceci, on a construit deux ponts importants. Un s'appelle Margaret McDermott et l'autre s'appelle Margaret Hunt-Hill, les deux Marguerite. Vous voyez, ça c'est l'autre. En flanquant une interstate. Ici aussi aux États-Unis, ça c'est à Redding, Californie, de nouveau. Vous voyez, ici nous sommes dans un paysage très délicat, n'est-ce pas? C'est un paysage très très beau sur le fleuve Sacramento, n'est-ce pas? Et on a construit ce pont, mais on a aussi fait, vous voyez, une place en dessous du pont, parce que l'eau de la fleuve là reste presque toujours à niveau. Et nous avons fait une petite place, et cette place-là, en dessous, et aussi le pont étant orienté nord-sud, il s'appelle Sundial Bridge. Ça veut dire le pont du cadran solaire, parce que l'ombre vous donne les heures du jour, et aussi vous pouvez reconnaître le solstice, équinoxe, etc. par la longueur de l'ombre à midi. Et aussi, on peut, en dessous du pont, c'est la vue du pont depuis la place. Et vous voyez là, ils font un petit concert en dessous la nuit, en profitant de l'illumination du pont. Ce pont se trouve par contre à Jérusalem. Et c'est le pont des cordes. Mais en vérité, un grand challenge. C'est un pont de chemin de fer. Donc, même si c'est light train, c'est un train léger, mais la grue qui donne la mesure de la charge, vous voyez, elle est énormément lourde. Alors, c'est effectivement un pont de chemin de fer avec deux lignes, et donc il se trouve en plus dans une courbe très marquante, et nous ne pouvions pas mettre aucun appui au milieu, parce qu'il y a l'autoroute aussi qui passe par-dessous, couverte, donc pas cette entrée à la ville, mais en dessous, il y a encore un passage, et nous pouvions seulement mettre un appui d'un côté parce que de l'autre côté, il y a des maisons historiques hautement classées, n'est-ce pas? Alors, ceci a donné lieu à un tour de force statique, vous voyez, pour pouvoir gérer le fait de toute cette excentricité, de tout cet effort à torsion qui provient des charges, et en même temps d'avoir 180 mètres de portée, mais avec un seul appui d'un côté, avec des problèmes de déflexion, etc., etc. Vous voyez ici encore en construction le pont, mais vous pouvez vous rendre compte, pour ceux qui s'intéressent au pont, de ce que ça signifiait du point de vue, disons, statique. Et ici, c'est un projet que nous avons en cours, que je vous fais voir, c'est le Doha Bay Crossing. C'est 13 mètres de haut, presque 14 mètres de tunnel et 3 grands ponts qui flanquent, disons, qui traversent la baie. Et donc ici, des ponts vanés, et un pont en arc et un pont tubulaire. Vous voyez ici des images du pont en arc, etc., à différents niveaux, avec aussi un passage piéton, etc., etc. Ici, vous voyez le musée de Ayampey avec le pont derrière. Je reviens aux gares. J'ai passé 14 ans à travailler avec la Port Authority de New York et New Jersey. Donc, j'ai l'honneur d'avoir travaillé avec cette institution, comme j'ai l'honneur d'avoir travaillé avec la SNCB, le chemin de fer français, les Portugais, les Italiens et aussi les Espagnols. Et avoir fait pas seulement une expérience de grande valeur professionnelle, du point de vue que j'ai beaucoup appris de tout ceci, et dans ce cas-ci, il y a un côté sentimental, c'est la fierté d'avoir participé avec des milliers de personnes à la reconstruction de Ground Zero, n'est-ce pas? Et je fais ceci pendant 14 ans. Donc la gare étant une petite partie du travail, car nous avons aussi construit la base de toutes les tours, les parkings qui se trouvent en bas, etc., etc. Donc le travail que la Port Authority a fait comme travail de base était énorme par rapport à ce que vous allez voir ici, qui c'est la gare. Donc, donc vous voyez ici la gare vue depuis les tours.
Et, attendez, je dois voir. Ça ne marche plus. Ah, pardon. Oui. Non, voilà. Donc, vous voyez là derrière, il y a aussi une petite église. C'était l'église grecque-orthodoxe qui avait été aussi écrasée et qui, après beaucoup d'allers-retours, parce qu'on ne voulait pas avoir un bâtiment religieux, elle a été enfin permise d'être construite. On a donné aux Grecs orthodoxes, donc à l'association, un petit morceau de terrain. Et là, j'ai gagné aussi, ça a été comme aussi la gare était partie d'un concours. J'ai gagné aussi le concours pour ceci et j'ai dû travailler aussi pendant quelques 7 ans à la construction de cette petite église. Mais maintenant, je veux vous faire voir la gare. Donc, elle était dans le master plan attachée à un bâtiment. Je l'ai déattachée et je l'ai mis au milieu d'une place. Vous la voyez ici. Vous voyez aussi le mémorial d'une grande beauté. Moi, je trouve que c'est une très belle idée faite par Michael Arath et d'autres architectes, n'est-ce pas? Mais surtout, vous voyez aussi le contraste entre le bâtiment de la gare qui se pousse vers en haut et celui de l'eau qui coule, vous savez, qui donne le sens de la tristesse pour les gens qui étaient mortes, n'est-ce pas, dans la tragédie. Et donc la gare apparaît comme un signe, si vous voulez, d'espoir. La voilà ici. Il faut que vous compreniez que c'est un petit morceau de tout le travail qui a été fait autour, vous voyez, avec la Port Authority. Ça, c'est l'intérieur. Vous voyez ici, c'est très important aussi de voir ceci, n'est-ce pas? Vous voyez ces lignes de lumière qui rentrent et ces chemins de lumière dont votre gare peut être un léger écho, voyez-vous, dans la connexion, et le fait que le soleil rentre. Alors, si vous observez la gare, elle ne suit pas ni dans les axes, elle est désaxée par rapport à la grille de New York. Pourquoi? Parce que si vous allez le 11 septembre à 9h28, ces chemins de lumière se trouvent dans l'axe de la gare. Et ça, c'est le moment où tous étaient morts, où la deuxième tour s'était écroulée. C'est-à-dire que vous pouvez par ceci faire, avec le pur langage de l'architecture, laisser passer un message qui reste là, imperturbé, pour ceux qui veulent le lire, vous comprenez? Et ça, c'est aussi la force. C'est pour ceci, je crois, que Rodin disait, par exemple, pas seulement que l'architecture, c'est un art. Et lui, étant un sculpteur, il disait, les sculptures, c'est un cas particulier dans le champ immense de l'architecture. Vous voyez, et peut-être aussi, vous savez, l'autre côté aussi qui a l'architecture, je vais coter de nouveau un sculpteur, et c'est Henry Moore. Il disait, si bien du point de vue plastique, le sculpteur, il est beaucoup plus libre, car un architecte, il doit travailler en se soumettant aux lois de l'utilité et du matériau, etc. Mais l'architecture l'emporte clairement dans le sens de l'échelle humaine. Parce que vous voyez, elle nous enveloppe, elle nous crée des espaces autour de nous. Et il n'y a pas un sculpteur qui peut faire ça. Comprenez-vous? C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous disais l'attribute. Ce sont des gens qui regardent. J'aime bien cette photo parce que les gens se sont penchés sur le sol pour photographier. Et là, oui, et voilà. Oui, ici de nouveau. Et ça, c'est la petite église que j'ai construite à Ground Zero. Qui est un peu comme un phare. Vous voyez, l'État grec nous a permis de faire ceci avec un marbre de Pentelli. C'est le marbre qu'on utilise pour la reconstruction de l'acropole. Et donc, on l'a coupé en fines lames et on l'a illuminé depuis l'intérieur d'une façon telle que pendant la nuit, elle apparaît là-bas surélevée parce qu'elle est tout petite, mais elle est surélevée sur le podium de l'entrée des camions au parking, etc., et au garage des Ground Zero.
Et donc, je vais vous faire voir encore un autre petit projet. J'ai fait une exposition à Capodimonte, c'est le 2e musée national italien, et disons, le ministre de Culture dans le temps, Franceschini, m'a demandé de redécorer cette chapelle qui se trouve dans le parc. Et pour ceci, on a utilisé des artisans locaux. Donc, on a utilisé le dernier verrier de Bietri sul Mare et on a utilisé aussi l'école de porcelaine de Capodimonte qui se trouve là aux côtés et pour faire des travaux en porcelaine comme ces anges, etc. Et moi-même, je me suis mis aussi à dessiner dans les niches. Et ici, des petites fleurs, voyez-vous, des petites fleurs qui sont toutes faites à la main, n'est-ce pas, par les maîtres de porcelaine. On a fait aussi des vases, des chandeliers, des petites verres. Donc, si bien je vous ai montré des travaux grands, je vous fais voir maintenant un petit travaux, mais très significatif, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas d'échelle. Et c'est faux. Vous savez bien dessiner une chose petite est aussi difficile qu'une chose grande. Et ici, voyez-vous les niches. Donc, on a le thème des fleurs du parc. On s'est tout inspiré, les colombes du parc, les feuilles des arbres, etc. Et aussi, on a fait un ciel étoilé avec des étoiles en porcelaine. Et vous voyez ici, je crois que c'est la clé de compréhension de tout ce que nous avons mis là. Parce qu'il y a une clé de lecture, comme à Ground Zero. Et ici, c'est cet œuf, c'est un œuf peint avec des colonnes qui est suspendu juste sur l'autel. Alors cet œuf, avec le ciel étoilé, représente des Blue Planets. Ça représente la planète bleue. Vous voyez, parce que nous n'avons pas un autre. C'est l'unique endroit où nous pouvons vivre, n'est-ce pas? Et c'est très important que nous découvrons le sens sacré de la nature. Et que nous regardons la nature pas par des lois des bureaucrates qui essayent de protéger, etc. Non, que nous regardons la nature et que nous nous regardons à nous-mêmes comme partie de cette nature, que nous la reconnaissons comme une mère et que nous reconnaissons la nature comme un temple, n'est-ce pas? Oui. Voilà, et merci beaucoup, merci de votre attention. Merci. Bien, monsieur Calatrava, merci beaucoup pour cet exposé brillant qui, bien plus qu'une conférence, est une leçon pour nous tous d'architecture et qui prouve qu'avant tout, l'architecture, c'est une affaire de passion et vous êtes un homme passionné, je pense. On va se prêter maintenant, si vous le voulez bien, au jeu des questions-réponses. Mon collègue va afficher sur l'écran les questions qui émanent de l'auditoire. Première question, si vous permettez, monsieur Calatrava. Quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants en architecture qui souhaitent intégrer davantage d'éléments artistiques dans leur conception? Oui, c'est-à-dire que c'est une question très facile de répondre, mais en même temps, il faut que je vous fasse un commentaire. Si, lorsque j'ai étudié l'architecture, donc ça c'était à partir des années 68 jusqu'à 1975, j'aurais dit que l'architecture c'est un art, ça aurait été mal vu. Vous comprenez? Je ne sais pas, vous avez parfois, mais l'architecture c'est un art. Et c'est, comme disait Rodin, un grand art. Et les sculptures, voire la peinture, vous voyez, elle s'est servie des sculptures. Si vous regardez les façades des cathédrales, si vous regardez aussi, je ne sais pas, pour ceux qui vont aller à Rome, ils visitent la chapelle Sixtine, Cappella degli Scrovegni, ou je ne sais pas, vous voyez les affresques et tout ceci. Donc, c'est-à-dire, il faut que nous redécouvrions l'architecture comme un art, du même allure qu'il faut que nous redécouvrions la confraternité
et l'unicité entre ingénierie et architecture. Moi, j'ai passé donc 6 ans à étudier architecture et planification, encore 2 ans de plus, et 5 ans dans une école d'ingénierie où j'ai fini par faire un doctorat. Donc, c'est pour vous dire que je suis témoin qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et qu'au-delà, disons, que les 3 valeurs capitales de l'œuvre, soit un pont, soit une œuvre d'ingénieur, une œuvre d'architecte, je me réfère à tous les 2 séparément, même si j'insiste que pour moi, c'est une seule discipline. Voyez, c'est qu'au-delà, vous savez que nous avons un côté fonctionnel, des utilitas, un côté de stabilité et aussi de durabilité qui s'appelle firmitas, et un autre côté qui est la beauté, venustas, qui est l'attribut, disons, c'est la couronne, si vous voulez, de l'œuvre, c'est la beauté. Il faut, à mon avis, pour l'étudiant, il faut qu'il voit ça depuis le début. Et encore une autre chose, que ces 3 valeurs se reflètent aussi sur la personnalité. Et donc, pour la firmitas, pour la personnalité doit être tenace. Vous comprenez? Pour la venustas, la beauté, l'intelligence, parce qu'en architecture, le millimètre compte. Donc, il faut tout mesurer, il faut tout donner. Donc, ça passe par l'intelligence, c'est un art énormément cérébral. Et finalement, ça c'est très important, je l'ai gardé pour la fin, la utilitas. Donc, l'utilisation, ça vient de la bonté. C'est-à-dire, on fait les choses utilisables parce qu'on aime les gens. Vous voyez? Donc, la fonction et la fonctionnalité. On fait les choses fonctionner et fonctionnables, accessibles, pour qu'on puisse avoir des escaliers corrects et des rampes et des ascenseurs et permettre à tout le monde l'utilisation de l'objet parce qu'on aime les gens. Donc le secret de la philanthropie en architecture, elle est dans l'utilité. Donc les écoles qui ont primé l'utilité, les fonctionnalistes, les rationalistes, machin, ils nous ont donné des bâtiments qui ne sont pas tellement beaux comme certains d'autres bâtiments où on a cherché l'équilibre. Et vos villes le montrent. Vous allez à Bruxelles et vous voyez des maisons de différentes époques du XXe siècle et vous voyez la coupe brutale. Vous voyez de l'entrée du rationalisme et du fonctionnalisme. Comprenez-vous? Et qu'est-ce qu'il manque? À mon avis, il manque le cœur que les autres, et le détail, et l'amour que les autres bâtiments nous transmettent. Vous voyez? Parce que l'architecte et l'ingénieur, etc., voulaient faire un geste de beauté. Voilà. Merci, M. Calatrava. Je propose de passer directement à la seconde question, si vous voulez bien. De manière générale, quelle est l'origine de la morphologie si particulière de votre architecture et plus particulièrement, quelle a été votre inspiration formelle pour la conception de la gare de Mons? Donc, je sais, vous savez, dans mon récit, que je suis, je pourrais apparaître comme provocateur. Je le suis. Vous comprenez, je n'ai pas peur de vous dire je le suis. Vous savez, donc, toute ma vie, j'ai dessiné. Je réponds maintenant à la question. Et je fais de l'œuvre plastique pure, à la recherche des formes qui après m'ont servi dans l'architecture. Donc, du même allure que je vous ai fait voir des ouvrages faits, j'aurais pu vous faire voir tout ce que cette forme vient, tout ce que celle-ci, tout ce que cette idée vient. Et elle vient d'une recherche, vous savez, qui se fait par le dessin, qui se fait par le geste, qui se fait aussi par le développer dans des formes, qui se fait dans mon bureau avec 6 autres personnes qui travaillent avec moi, qui ou bien font des maquettes, ou bien travaillent avec moi en faisant des sculptures. Et donc, c'est de là, dans cet atelier de recherche, de laquelle j'ai puisé beaucoup de formes qui après sont la base de ce que je fais en tant qu'architecture. Tout de même, je reconnais comme Rodin
que l'architecture, elle a un côté subliminal, n'est-ce pas? Elle va au-delà. Elle est, disons, en tant que phénomène, si vous voulez, le fait, par exemple, de, si vous visitez la gare que nous venons d'ouvrir ici, songez le rapport entre la place des deux côtés, voyez, et les emmarchements. La manière dont elle vous accueille, cet auvent n'est pas un auvent d'une maquette, vous comprenez? Il est là, il est sous vos têtes. Vous entrez et vous découvrez cet espace. Et le peu de bois que nous avons pu faire, vous savez, et tout ceci crée des rapports avec vous, les gens, disons, c'est-à-dire l'architecture, c'est une chose qui, à moi-même, elle me surprend toujours, jusqu'au point que je me vois seulement un entre centaines d'ouvriers qui l'ont fait. Et ça, c'est aussi très important, de voir que, disons, l'architecture, c'est un phénomène autonome. Elle dépend certainement d'une pensée, d'une recherche formelle, mais elle dépend aussi du travail de beaucoup de gens. Et elle est aussi témoin du courage de beaucoup de gens, de ceux qui l'ont voulu, de ceux qui l'ont rendu possible, etc. Donc, disons, au-delà du côté plus intime et plus personnel de la recherche patiente, voyez, et la recherche formelle, il faut aussi compter que l'architecture est là, en tant que phénomène, elle est autonome. Je ne sais pas, c'est comme la première fois que j'ai décidé de devenir architecte, j'étais à Paris, je voulais aller à l'école des Beaux-Arts, et je travaillais dans une œuvre sociale dans la rue Chanoinesse, et à 11h, je suis rentré par le transept nord à Notre-Dame, et c'est là que, en voyant la rosace illuminée, c'est là où je me suis rendu compte que l'architecture était allée au-delà de tout ce que j'avais vu jusqu'à ce moment-là. Enfin, je vous dis ceci pour encourager aux ingénieurs, aux jeunes architectes, vous voyez, à chercher, à rechercher et tenir compte de ceci, que la beauté, c'est vraiment le côté le plus subliminal de notre travail. Merci, M. Calatrava. Question suivante. L'esthétique au service de la fonctionnalité ou la fonctionnalité au service de l'esthétique? Oui, regardez, je voudrais dire ceci, n'est-ce pas? Imaginez-vous les années 60, lorsque beaucoup de gens arrivaient, par exemple, à Paris et vivaient dans des bidonvilles. Voyez-vous, alors il fallait leur construire des petits appartements. Pour eux, c'était déjà un changement extraordinaire. Voyez-vous, c'était un geste héroïque de donner à des gens qui mal vivaient, vous voyez, dans des abris provisoires, et leur donner une petite cuisine, de leur donner une toilette, une salle de bain, et avoir 2 chambres peut-être, et pouvoir être sauvegardé de l'extérieur. Ceci a été toujours, à travers le fonctionnalisme radical, amené, si vous voulez, à des groupements et des groupements d'appartements qui ont donné lieu à des banlieues. À des banlieues où aujourd'hui les gens ne veulent pas vivre. Vous comprenez? C'est-à-dire fonctionnellement correct, nécessaire, mais les gens ne veulent pas vivre. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ce qu'on a loupé, si on le compare avec un autre cas que je vais vous donner avant de dire ce qu'on a loupé, c'est que moi, une chose qui m'intéressait beaucoup, et j'invite aux étudiants à faire la même chose, quand je prenais mon sac à dos, et en été, je n'étudiais pas, je voyageais. Et je suis allé aux îles grecques, aux îles espagnoles, et j'ai même fait beaucoup d'esquisses et même écrit sur l'architecture sans architecte. Alors, vous découvrez des villages extraordinaires, comprenez, où des gens, dans leur limitation, ils sont un habitat énormément équilibré, énormément beau, et énormément austère, énormément simple, mais plein de poésie. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'il manquait dans ces côtés fonctionnels? Vous voyez, il manquait la beauté, il manquait la poésie, il manquait le cœur, il manquait l'amour. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un bout de pain, c'est une manière de vous remplir l'estomac, n'est-ce pas? Et si vous avez une grande faim, vous êtes même heureux. Mais l'homme ne vit pas seulement du pain, vous comprenez? Et c'est justement ça que, à mon avis, il faut toujours rajouter
tout d'abord comprendre que la fonctionnalité vient de l'utilité et c'est une œuvre d'amour de l'architecte envers l'usager. Donc, ceci conditionne la manière, vous comprenez? Et vous n'allez pas, par amour à votre mère, vous n'allez pas lui offrir un steak, vous voyez, dans son anniversaire. Peut-être vous ferez, je ne sais pas, un petit geste, une fleur, ou quelque chose comme ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, il faut aussi regarder ces côtés. Il faut le regarder autrement. On loupe complètement le but. Merci. Question suivante, le rythme est un peu soutenu. Est-ce que votre regard d'ingénieur influence vos choix artistiques ou est-ce un tout indivisible? Je le dis, il est indivisible. Et il est indivisible. Je crois que c'est un peu comme parler, je ne sais pas, comme quelqu'un disait, il y a un qui sait écrire et l'autre sait lire. Vous comprenez? C'est très important de rajouter les deux. Et comprendre aussi que ça a été comme ça partout. C'est-à-dire, je dirais que l'avantage que les architectes portent vis-à-vis des... C'est une chose purement subjective. Par exemple, vous amenez un architecte à la cathédrale de Chartres et il va dire c'est un grand ouvrage d'architecture. Non, attention, c'est aussi un grand ouvrage d'ingénierie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tenir tous ces voûtes et toute cette hauteur et cette tour extraordinaire, vous l'amenez à la cathédrale de Strasbourg, vous voyez, bon, les sculpteurs, il va trouver là des œuvres extraordinaires parce que les sculptures, déjà, c'est le préamble de la Renaissance, si vous voulez, dans la cathédrale de Strasbourg. Elle est formidable, n'est-ce pas? Mais en même temps, la cathédrale, c'est un geste d'ingénierie extraordinaire. Voyez-vous, et il faut voir qu'il y avait un moment où ça n'était pas séparé, avec des bonnes raisons, et le séparer, à mon avis, c'est un peu... Et le séparer et être radical dans cette séparation, à mon avis, c'est sectaire. Vous comprenez, c'est une manière mais je dirais qu'il est très, très important que l'ingénieur découvre le côté esthétique de son œuvre et qu'il comprenne qu'en même temps que les cathédrales sont des grandes œuvres d'ingénierie, avec toute leur beauté. Santa Maria del Fiore, voyez-vous, vous avez la coupole du Brunellesco. C'est une grande œuvre d'ingénierie, c'est une œuvre... Quelqu'un me disait, construire ceci était comme envoyer des hommes aux planètes Mars ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'était vraiment la pointe de la technologie du moment qui se jouait à créer une masse qui caractérise, si vous voulez, la ville de Florence d'une manière, disons, inchangeable, parce que si vous supprimez cette coupole, la ville de Florence est une autre, n'est-ce pas? Enfin, de ceci, on pourrait parler long, mais ma thèse est celle-ci, il n'y a pas de différence. Vous savez, il faut bien que les architectes, vous savez, s'approchent au côté constructif et matériel de leur œuvre, et aussi que les ingénieurs s'approchent au côté de la beauté et de l'impact esthétique qu'ils produisent. Voir ceci encore, si vous me permettez, peut-être... Mais regardez, prenons un bâtiment purement dédié, si vous voulez, au côté le plus subliminal de l'art, pourrait être, disons, le Louvre. Vous entrez au Louvre et vous voyez là les chefs-d'œuvre, vous voyez, des siècles et des siècles, n'est-ce pas? Le Louvre, il a, je crois, 12 millions de visiteurs par an. Formidable. Le Metropolitan à New York, extraordinaire. Il a 8 millions de visiteurs par an. La gare de Ground Zero, en toute modestie, elle en a plus de 100 millions. Vous comprenez? Parce qu'au jour le jour, il y a plus de 300 000 personnes qui viennent, qui vont, beaucoup d'entre elles. Je ne sais pas si elles auront la possibilité jamais d'aller au Louvre. Et même le désir d'aller au Metropolitan. Comprenez-vous? Alors, tout ce que vous faites dans un endroit comme ça, pour la beauté, vous touchez une quantité énorme de gens. Et vous leur dites, pour un instant, vous êtes une personne digne. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand nous avons inauguré, d'une manière très provocative, je crois aujourd'hui encore plus, et vous savez, on a fait une petite cérémonie, et moi je devais dire quelques paroles, et je dis, cette gare-ci, elle est dédiée aux naveteurs, qui vient de Hoboken, en New Jersey, à New York, et va tous les jours, qui travaille dans une sous-sol
vous avez en train de faire n'importe quel travail, la planche ou quelque chose comme ça. Et je dis, mais très important, il n'a pas de permis de travail. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, très actuel, aux États-Unis, n'est-ce pas, qui avait écrit dans les statuts de liberté, donnez-moi vos pauvres, donnez-moi vos fatigués, vous avez ceux qui sont, etc. Et voilà ce que, vous voyez, c'est très, très important de voir qu'un bâtiment public, il peut s'adresser aux gens, il peut parler aux gens, il peut leur dire, tu es une personne digne, pas par amour. Merci. Quelles qualités doivent avoir les architectes de demain? Oui, et ce sont des qualités éternelles. C'est de hier et de demain. Et je les ai dit auparavant. Vous avez, je dis à la firmitas, hein, qui veut dire la stabilité, la pérennité, la fortitudo, c'est la ténacité, voilà le mot, ténacité, résilience, comprenez, caractère. Et à la beauté, venustas, l'intelligence. Ne pas arrêter d'apprendre. Vous savez, la vie, c'est un apprentissage continu. L'université vous pousse, mais elle continue. Elle continue dans vos expériences de vie. Elle doit continuer dans votre recherche, dans votre désir de devenir mieux, d'apprendre plus, de comprendre aux autres, etc. Donc l'intelligence. Et pour finir, l'utilité et la fonctionnalité, c'est la bonita, c'est la bonté. Et c'est si vous voulez même, oui, exactement, c'est l'amour pour les gens pour lesquels vous faites votre travail. Merci. Question suivante, je vous propose encore 2 questions si vous êtes d'accord. Oui, ça va. C'est parfait. Parfait. Comment votre architecture s'intègre-t-elle au contexte et s'approprie-t-elle l'identité unique d'un lieu? Ça, si vous voulez, c'est un peu, disons, ça c'est un peu mystique, hein, parce que les gens l'appellent genius loci, hein, ça veut dire le génie du lieu, ça existe. Vous voyez, c'est-à-dire que je dis ça aux étudiants, parfois quand je dois travailler dans un endroit, peut-être je vais là-bas et je passe quelques jours à flâner et peut-être aussi à parler avec des gens, à écouter, à comprendre, essayer de comprendre le lieu. Ça, c'est un côté très important, n'est-ce pas? C'est aussi s'imprégner des lieux, s'imprégner. Vous savez, c'est-à-dire, c'est comme le peintre chinois qui faisait toujours plus et plus et plus de l'abstraction, et un jour, il est arrivé et il présente une feuille blanche. Et les gens regardent et disent, où est-ce que c'est le paysage? Il a dit, je suis le paysage. Comprenez-vous? C'est un peu, ça semble une blague, mais c'est très, très, très oriental, comprenez? Mais d'un autre côté aussi très important, c'est écouter. Écouter. Vous comprenez? Jusqu'au point de croire que la personne qui est devant moi porte le projet dans lui. Lui, c'est lui qui vient à moi, me demande de faire un projet ou m'explique. Le projet, il est déjà dans lui. Mais alors ça, c'est un peu comme la méthode socratique. Hein. J'essaie d'élever la conversation le plus possible puisque nous sommes dans l'université. Je crois que c'est l'endroit pour parler de ça. Vous savez, je crois que la mère de Socrate s'appelait Sophrona. Et on dit la méthode socratique, c'est la méthode sophronique. Vous voyez, parce qu'il disait, je fais comme ma mère. J'aide les gens à enfanter ces idées. Parce que sa mère était une sage-femme. Sage-femme. Voyez-vous, alors, il faut écouter, vous imprégner de quoi s'agit-il. Pensez que les personnes qui sont devant vous n'est pas étant vous-même, mais ils savent 1000 fois plus sur l'endroit, sur les besoins. Donc, écouter, c'est très important. Merci, M. Calatrava. Et puis, une dernière question, si vous le permettez. Avez-vous réalisé des bâtiments avec des matériaux autres que le béton, l'acier ou le verre, et pourquoi le blanc? Oui, donc, quand je vous ai fait voir la gare de Zurich, elle est faite en béton et en acier.
c'était les bâtiments et c'était le matériau le plus beau marché qu'on avait. Comprenez-vous? C'est-à-dire, ce sont des bâtiments, ainsi aussi la gare de Lyon, ainsi aussi la gare. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez, vous avez dans l'œuvre publique, vous devez produire quantité énorme de mètres cubes pour un prix irrisoire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut penser à cela, en dépit de la présence, de l'image qu'ils peuvent donner. Vous comprenez? Disons, de leur caractère, de leur personnalité. Je parle de la personnalité du bâtiment, mais vous devez produire tout ceci très bon marché. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça, c'est la vérité. Mais, pas seulement au mètre carré, mais aussi au mètre cube. Et c'est pour ça que je me suis toujours appuyé sur des bâtiments industriels. Comprenez? Mais parfois, si j'ai pu me le payer, ou enfin, si le client pouvait se le payer, comme ici, par exemple, nous avons utilisé les matériaux locaux. Voilà le petit granit des pavements, formidable, en plus durable. Et là où vous bougez, vous voyez, vous trouvez cette pierre noire formidable qui a des siècles, n'est-ce pas, même qui se curve dans les marches, etc., etc. Alors ça, il faut aussi, parce que ça vous rapporte et vous ancre sur les lieux. Et à propos de la couleur, disons, je crois que le blanc a un sens de pureté, peut-être aussi parce que je suis né dans la Méditerranée, et c'est très... mais vous avez vu aussi d'autres, par exemple le pont au Canada, je le fais avec rouge canadien. Vous voyez pourquoi rouge? Parce qu'il s'appelle Veteran Bridge. C'est le pont des vétérans, vous voyez, de la guerre, etc., etc. Et je pensais qu'il faut faire quelque chose qu'il y a quoi faire avec le drapeau canadien. Alors on a choisi ce beau rouge qui est exactement celui du rouge canadien, n'est-ce pas, qui a quoi faire avec les feuilles d'érable, tout ça, extraordinaire. Donc, enfin, j'aime bien de me référer au drapeau parce que, en vérité, vous voyez, ça exalte aussi un peu ces côtés que j'aime bien dans l'architecture, attaché au lieu, devient un symbole pour les gens, vous voyez, et devient pas seulement un outil du quotidien, mais aussi un lieu qui, j'espère, améliore leur vie et rend leur vie plus, et leur ville plus habitable. Oui. Merci, M. Calatrava. Je propose de terminer sur ça et M. Di Rupo, je vous cède la parole pour terminer. Je dirais d'abord merci encore une fois à M. Calatrava. Et je voudrais vous rappeler ceci. Quand nous avons été candidats Mons capitale européenne de la culture, nous devions passer un examen devant un jury international. La première fois, nous avons présenté le projet. Nous avions non pas été busés, mais on nous a dit quand même il faut repasser en deuxième cesse. Et est venue à Mons une délégation des membres du jury. Et je vois Mme Rouard dans l'assistance, qui a beaucoup contribué avec vous dans tout ce que vous avez fait à Mons. Et je revois la scène où M. Calatrava s'est déplacé pour venir soutenir les Montoises et les Montois dans cette candidature. Et le président de la délégation était un Autrichien parlant allemand. Et voilà M. Calatrava qui explique en allemand toutes les vertus de Mons et de la gare qu'il allait construire. Et nous sommes devenus capitale européenne de la culture. Ça aussi, on vous le doit, et je voudrais vous remercier du fond du cœur. Merci, M. Calatrava. Énormément merci pour votre présence et votre exposé. Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à cette soirée. M. Di Rupo, évidemment, merci à vous pour cette organisation. Je voudrais remercier tous les services généraux de l'université qui contribuent, les services audiovisuels, le catering, la DECOM, mes collègues de la faculté d'architecture qui ont depuis quelques jours œuvré à cette soirée. Je les remercie tous pour leur aide et de faire briller au travers aussi des gens qu'ils reçoivent notre université. Et je voudrais juste conclure avec un petit mot d'un architecte montois dont le travail enrichit notre fonds d'archives. Jean-Pierre Paris, il disait « Le beau n'est jamais inutile ». Et vous savez, il ne faut pas que j'oublie ça. Ça me venait à l'esprit.
Vous comprenez, et c'est ceci. Il n'y a pas de bâtiment, disons, présentable sans un bon client. Donc ça, je parlais aussi de l'architecte en tant qu'ouvrier, avec des centaines d'ouvriers qui travaillent dans un bâtiment, mais je veux souligner l'importance du... Donc ces bâtiments-ci n'auraient pas été possibles sans le chemin de fer français, suisse, portugais, espagnol, etc., ainsi les ponts. Et aussi, vous savez, ceci, le client, c'est aussi une personne. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette gare-ci n'aurait pas été possible sans la contribution des Eurogares, M. Vincent Bourlard, la SNCB, la ville de Mons, et M. Duroupeau, auquel je veux exprimer vraiment ma gratitude, et surtout en disant aux étudiants qu'il est très très important, pas seulement écouter, mais aussi de travailler main dans la main avec le client pour aboutir au résultat d'un bâtiment. Voilà. Merci, monsieur Calatrava. Merci. Excellente soirée à toutes et à tous. Cette conférence, cette masterclass a été enregistrée. Elle sera disponible prochainement grâce au MUMONS qui également permet d'exposer en tout cas les travaux scientifiques de notre université. Merci à toutes et à tous et bon retour.